Vous pourrez, lors des questions-réponses, évidemment, approfondir la question. Je pense à la formation des enseignants qui est prise de plein fouet par l'évolution de la société. Je pense à l'intelligence artificielle qui va évidemment avoir beaucoup de conséquences sur le métier d'enseignant et sur les apprentissages certainement des élèves. Alors, on a un rapport, des préconisations. Je me tourne vers monsieur le sénateur, cher Pierre Ouzoulias. Ça fait 20 ans que, enquête internationale après enquête internationale, ministre après ministre, on a ce constat un peu terrible qui est de se dire qu'on fait partie des systèmes, ça a été dit par Madame Groison, qui, à l'intérieur desquels les parcours scolaires sont les plus influencés par le milieu social d'origine et où se développe une forme de ghetto scolaire, comme l'appelle Najat Vallaud-Belkacem, qui sera présente cet après-midi parmi nous avec François Dubé dans leur livre récent. Est-ce que ça veut dire que l'idéal de mixité scolaire, l'idéal de réussite pour tous, il est impossible? Est-ce qu'on a des pistes pour remédier à ces décalages, ces fractures urbain-rural, quartiers difficiles, centre-ville urbain, entre groupes de niveau, toutes ces questions qui tournent autour de la mixité scolaire, est-ce qu'elles ont des réponses qui marchent et est-ce qu'aujourd'hui on est en mesure de les proposer? Alors, dans les oppositions dont vous aviez parlé, urbain, rural, etc., je suis d'accord, mais il y en a une dont il faut parler aussi, c'est privé-public. Et donc, vous avez envoyé un sénateur communiste au charbon, en Bretagne, pour parler du privé et du public. Moi, je m'attends à la prochaine invitation en Alsace pour parler de l'abrogation du Concordat. Voilà. On restera dans le même domaine. Non, pour être plus sérieux, il y a un accroissement important, considérable, des écarts de niveau entre les établissements qui recoupent les écarts de positionnement social. Voilà. Alors, tout le monde le savait, aujourd'hui on peut le quantifier de façon précise, puisque l'Éducation nationale, à la demande des tribunaux, publie les indices de positionnement social, les fameux IPS. Voilà. Et on sait, et on voit, et vous pouvez faire le travail chez vous, puisque tous ces chiffres maintenant sont publics, et on s'aperçoit en effet qu'il y a de très fortes disparités entre les établissements, à la fois au sein du public, mais au sein du privé, et entre le public et le privé. Moi je suis sénateur des Hauts-de-Seine, pour les collèges, mais ça sera à peu près la même chose dans les lycées. Il y a une centaine de collèges dans les Hauts-de-Seine. Les collèges qui ont l'IPS le plus fort sont tous privés. Et les collèges qui ont l'IPS le plus faible sont tous publics. Et il y a un processus qui est lié à des phénomènes sociaux, comme tu le disais très justement Bernadette, qui renvoient aux disparités de composition sociale des villes. Et il y a une fuite, il faut appeler les choses par leur nom, du public vers le privé qui renforce encore davantage ces disparités. Je prends l'exemple des Hauts-de-Seine. Le collège qui a l'IPS le plus bas, il est autour de 70. Neuilly, on est presque au-delà de 160. C'est-à-dire que c'est même supérieur au collège privé au sein de Paris Intramuros. On est arrivé à ce niveau-là. Donc il y a un processus dont on a le sentiment qu'on ne va pas pouvoir l'arrêter et qui rompt complètement le projet républicain. L'idée forte quand même était de dire qu'on fait république et on fait nation en faisant que les enfants de milieux sociaux différents puissent se retrouver au même niveau d'égalité, sur les mêmes bancs de la même école, face au même programme, avec les mêmes enseignants. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire. Alors, tu l'as dit et je le répète, que d'un point de vue pédagogique, on sait très bien
que pour l'enseignant et pour l'élève, une classe dans laquelle il y a de la mixité sociale et scolaire, c'est un immense avantage. Et c'est pas parce qu'il y a quelques élèves qui sont en difficulté que le niveau de la classe générale va baisser, et encore moins que les élèves les meilleurs vont perdre leur temps. Par ailleurs, moi je suis très inquiet, mais d'un point de vue politique, d'enfants qui seront isolés dans leur propre milieu social et scolaire du début à la fin de leur scolarité. Alors bon, je suis obligé de rappeler les propos d'une ministre de l'Éducation nationale qui n'est pas restée longtemps, et je le regrette, parce qu'elle a fait beaucoup avancer les questions sur la laïcité et la mixité sociale. Vous voyez bien à quoi je fais allusion. À Stanislas, et la ministre disant que ce qu'elle voulait, bon, c'était éviter les professeurs nous remplacer dans la classe, mais là où elle était, tous les professeurs étaient remplacés, parce que dans le 7e arrondissement de Paris, vous ne pouvez pas laisser des profs nous remplacer, mais en revanche, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle souhaitait que ces enfants soient avec les amis de ses élèves. Donc la culture de l'entre-soi. Et ça c'est une atteinte très forte à ce que nous portons tous ici, c'est-à-dire l'unité sociale de la République. Et quand on laisse des enfants être dans l'entre-soi pendant toute la scolarité, on les retrouve ensuite dans les classes préparatoires, dans les grandes écoles et dans les cabinets des ministres où ils vous expliquent la vie. Alors qu'ils ont jamais eu de relation avec un monde social qu'ils ignorent absolument. Et je ne suis pas sûr que ça soit une bonne chose pour eux, parce qu'on fait des hémiplégiques qui sont dans l'incapacité de comprendre une bonne partie de la façon dont vivent des gens qui ne sont pas de leur monde. Et ça, c'est vrai pour le privé comme pour le public, parce que quand on regarde les IPS, même en Bretagne, il y a des établissements publics qui pratiquent une forme de non-mixité sociale qui est comparable à celle du privé. Donc ça, c'est d'un point de vue pédagogique, et puis après, pour le professeur, bien évidemment, enseigner dans des classes où il n'y a plus de mixité sociale, c'est extrêmement difficile. Et on arrive à des processus, et tu l'as évoqué, où en région parisienne, en Seine-Saint-Denis, un collégien du public, à la fin de son cursus de collégien, il lui manque quasiment presque une année scolaire. Donc il arrive au lycée et ensuite dans le supérieur avec un handicap qu'il est dans l'incapacité de combler. Derrière ça, vous avez Parcoursup, qui rajoute une difficulté, parce que vous le savez, et moi je me suis battu pendant 6 ans là-dessus, et malheureusement, dans les algorithmes de Parcoursup, ce qui joue un rôle important, c'est le lycée d'origine, puisque les notes des gamins sont modulées en fonction du classement du lycée d'origine. Donc on est dans un système où les gamins tombent dans des trappes sociales, scolaires, desquelles ils ne peuvent plus sortir. Et on se retrouve avec une société de caste. Alors, c'est des choses, et je le dis de façon tout à fait honnête, en répétant. En Bretagne, il faut le faire tout de suite quand on arrive. La liberté de l'enseignement est dans la Constitution. Je ne l'attaque pas. Je ne cherche pas à relancer la guerre scolaire. Elle est en train d'être perdue par le public, d'être perdue par le public. Mais il est vrai que quand on regarde les chiffres, ce qui a pu être le projet éducatif, social et pastoral des églises, des écoles confessionnelles est un peu perdu de vue. Je parle en thème sénatorial, je fais attention, mais il est vrai en région parisienne, mais c'est vrai aussi en Bretagne, parce qu'on voit les chiffres, que la tendance qui fait que il y a des fortes disparités des IPS est
encore plus visible dans le privé aujourd'hui. C'est une évidence. Et il y a des transferts d'élèves qui se font au sein du privé de la ruralité vers l'urbain. C'est-à-dire, vous le savez, en Bretagne c'est le cas, il y a des petites écoles privées qui ferment en milieu rural et d'autres qui ouvrent en milieu urbain. Donc là, on est face à un processus sur lequel il faut absolument intervenir. Et par ailleurs, moi j'ai demandé avec d'autres, et on a mené au Sénat un très bon combat avec les sénateurs socialistes et radicaux, parce que de temps en temps on arrive à rattacher les radicaux à des combats laïques, c'est pas mal, sur le problème de la mixité sociale, en disant écoutez, le privé et le public aussi, le privé est subventionné à 80% par des crédits de l'État, il est quand même pas complètement anormal que de temps en temps, l'État demande des contreparties sociales. En disant, écoutez, si vous faites le choix économique de prendre uniquement des élèves des familles les plus aisées, peut-être que vous n'avez pas besoin d'autant d'argent public, que ça soit celui de l'État ou des collectivités, donc on pourrait installer une forme de modulation. Bon, vous connaissez le résultat. On a vu renaître au sein de l'hémicycle un combat gauche-droite très net, très fort, qui montre que dans ce pays, il y a encore de la gauche et de la droite. De temps en temps, c'est rassurant de se le dire. Donc, ce qu'on veut, et je pense que c'est sincère, quand je le dis, c'est pas la suppression de l'école privée. Parce que si on supprime l'école privée, on ne sait pas quoi faire des 2 millions de gamins qui ne seront pas scolarisés à la rentrée de septembre. Voilà. Et c'est quand même une réalité. Alors on peut nationaliser les écoles privées, etc. Mais bon, il y a encore la nécessité de les scolariser. En revanche, il est vraiment important de prendre conscience qu'il doit y avoir un effort collectif pour réinstaurer de la mixité, et que cet effort collectif, il doit être porté par tout le monde, public comme privé, de deux côtés. Voilà. Merci.